Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 juin 2026 et notre nouvel invité, Pravin Sawhney, ancien officier de l'armée indienne, est avec nous. Il a sa propre chaîne YouTube et ses analyses sont vraiment importantes. C'est la première fois que nous recevons quelqu'un d'Inde, ce qui, à mon avis, est particulièrement significatif par rapport à ce qui se passe en ce moment. Bienvenue, Pravin. Merci beaucoup, Nima. Vraiment, infiniment. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé hier soir. Comme vous le savez, je sais que vous suivez de près ce qui se passe en Asie de l'Ouest, ces attaques israéliennes, américaines et les ripostes iraniennes. On a eu des nouvelles de la guerre en cours, avec les États-Unis qui ont attaqué l'Iran, essentiellement dans le golfe Persique. Deux îles, l'île de Keshm et l'île de Sirik, ont été visées par les États-Unis, comme c'était déjà le cas la nuit précédente. En réponse, l'Iran a frappé Bandar Abbas à 2 reprises. C'est une ville située tout près du golfe Persique. Ils ont aussi touché une cible à 2 reprises dans la ville de Karaj, qui se trouve près de la capitale iranienne, Téhéran. Voilà, c'était l'ensemble de l'opération de la nuit dernière. Ensuite, il y a eu l'attaque iranienne contre les bases américaines situées dans les pays du Golfe, au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie. Et en Jordanie, il semble qu'ils aient frappé. Nous avons des images qui confirment qu'ils ont touché la base aérienne de Muwafaq Salti. Il y a aussi des rapports non confirmés indiquant que l'Iran, en utilisant des missiles balistiques, aurait détruit des avions de chasse dans cette zone. Si l'on regarde ce que Donald Trump essaie de faire, on a eu tout à l'heure Keith Kellogg, comme je l'ai mentionné, en direct. Il a dit que ce genre de guerre n'est pas dans le style américain. Il faut y aller, faire le travail et repartir le plus vite possible. Quelle est selon vous la situation actuelle dans cette guerre entre l'Iran et les États-Unis? D'abord, merci, Nima, de m'avoir invité dans ton émission. Alors, ce que j'appelle la situation actuelle en Asie de l'Ouest, c'est une situation ni guerre ni paix. Ce qui s'est passé, c'est qu'après 39 jours de guerre aérienne, l'Iran a remporté la guerre. L'Iran, qui au départ menait une guerre pour sa survie, se retrouve aujourd'hui en position dominante. Et justement parce qu'il est en position dominante, à mon avis, ce que recherchent les Iraniens, c'est exactement ce que le ministre des Affaires étrangères Araghchi avait évoqué. Souviens-toi, en mai, il s'était rendu en Russie. Il a rencontré le président Poutine et a passé 1h30 avec lui. Ensuite, il est allé en Chine où il a rencontré Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères. Et après cela, il a déclaré que ce que l'Iran voulait, c'était un nouveau cadre régional pour l'après-guerre. Parce que l'Iran est aujourd'hui en position dominante. Et pourquoi il l'est? Laissez-moi vous l'expliquer aussi. D'abord, il faut bien comprendre que l'Iran cherche à établir un nouveau cadre régional pour l'après-guerre. En clair, cela veut dire qu'il y aura une solution ouest-asiatique au problème de l'Asie de l'Ouest. Je ne vais pas développer ce point maintenant. Le problème avec le président Trump, c'est qu'il est entré dans une guerre sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait, sans saisir la nature même de ce conflit. Il a été entraîné dans cette guerre par Netanyahou. Netanyahou, lui, sait parfaitement quels sont ses objectifs militaires. Il a donc convaincu le président Trump d'y aller en lui disant, en gros, tu pourrais faire en Iran ce que tu as fait au Venezuela. Mais bien sûr, l'Iran, c'est une toute autre histoire. Le problème maintenant, c'est qu'il n'a plus d'option militaire. Il a essayé l'option aérienne. Ça fait 39 jours que ça ne marche pas. Ensuite, il a tenté des opérations spéciales, mais évidemment, ça ne fonctionne pas non plus. Quant à l'option terrestre, il ne l'a pas, tout simplement parce que les Américains ont environ 800 bases à travers le monde. Une grande partie de leurs forces y sont déployées.
Et puis de toute façon, il faudrait lancer une conscription. Vous voyez, pour mobiliser des troupes au sol, il faut l'autorisation du Congrès américain. Donc c'est un processus très long. L'option terrestre n'existe donc pas. La seule chose qui lui restait, c'était un blocus naval, et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il essaye de pousser les Iraniens à faire quelque chose qu'ils n'accepteront pas. Comme je l'ai dit, il s'est engagé dans cette guerre. Maintenant, il ne peut même plus faire marche arrière. En fait, je ne suis pas d'accord avec les analystes qui disent que le président Trump pourrait simplement s'en retirer. C'est pas la guerre de l'Amérique. Il pourrait juste partir et tourner la page. Mais non, il ne le peut pas. Et cela pour 3 grandes raisons. La première, c'est que, comme le disent les Iraniens, il faut une solution locale à un problème local. Si les Américains se retirent d'ici, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne doivent aussi fermer leur base sur le sol du CCG. Ce n'est qu'une question de temps. Et cela signifierait la fin des pétrodollars. On sait déjà que, pour ce qui concerne les États-Unis, la dette nationale s'élève à 39 000 milliards de dollars et qu'ils doivent payer chaque année environ 1 000 milliards rien qu'en intérêts. Alors, s'ils perdent les pétrodollars, ils sont dans une très mauvaise posture. Donc, il ne peut pas partir. Et l'autre raison pour laquelle il ne peut pas partir, c'est que, voyez-vous, beaucoup ne réalisent pas que, sur le plan de la masse continentale eurasienne, si on met de côté l'Europe de l'Ouest, c'est là que se joue aujourd'hui la compétition mondiale. Ce n'est pas dans la région Asie-Pacifique, mais ça, on pourra en parler plus tard. Quand je dis que la compétition se déroule ici, ça veut dire que les 3 grandes puissances du monde multipolaire actuel, les États-Unis, la Chine et la Russie, sont toutes engagées en Eurasie. Et beaucoup ignorent peut-être que pour le président Trump, c'était exactement ce qu'il voulait faire, parce que les républiques d'Asie centrale sont très riches en minerais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, laissez-moi juste vous dire ça, l'ambassadeur américain en Inde, eh bien, c'est l'ambassadeur américain en Inde. En plus de ça, il est aussi l'envoyé spécial pour l'Asie du Sud et les républiques d'Asie centrale, un certain Sergei Gore. C'est la première fois que les États-Unis nomment en Inde un ambassadeur qui est aussi envoyé spécial pour les républiques d'Asie centrale. Donc tout tourne autour de ces républiques d'Asie centrale. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se souvenir qu'en août 2025, plus précisément le 8 août, le président Trump a réussi à obtenir une trêve entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il y a eu une déclaration conjointe trilatérale entre ces 2 pays du Caucase du Sud, des pays très importants qui étaient en conflit. Il les a réunis. Et après ça, les 2 pays ont accepté ce qu'on appelle aujourd'hui la route Trump vers la paix et la prospérité internationale. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand on regarde le Kazakhstan, puis la mer Caspienne, la zone transcaspienne, ensuite, on descend vers l'Azerbaïdjan, on passe par ce corridor qui a été créé, où il y aura des câbles à fibre optique, mais aussi des lignes de chemin de fer. C'est comme ça qu'ils ont prévu les choses, parce qu'ils l'ont loué pour 99 ans. Donc si on suit cet itinéraire, on traverse la mer Caspienne, on arrive en Azerbaïdjan, puis en Arménie, en Turquie et ensuite en Europe. Cet accord avait été conclu à l'époque, en août. Et après ça, en novembre 2025, pour la première fois, les pays du groupe C5 ont tenu un sommet à la Maison-Blanche. Les chefs des 5 pays étaient présents, les chefs de gouvernement aussi, et Trump était là, ainsi que Sergei Gore. Donc, il a été convenu que oui, nous aurons des échanges économiques avec vous. En d'autres termes, pour faire simple, il s'agit des républiques d'Asie centrale, qui sont un peu le ventre mou de la Russie. Les républiques d'Asie centrale. Ils ont déjà commencé à y travailler. Maintenant, s'ils se retirent du Moyen-Orient, alors cette rivalité géopolitique, dans une zone extrêmement sensible sur le plan stratégique, prendra fin.
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est en résumé l'essentiel. Et le troisième point, c'est qu'il faut aussi se souvenir que lorsque le président Trump est allé en Chine pour rencontrer Xi Jinping, les deux pays ont convenu de ce qu'ils ont appelé une stabilité stratégique constructive. Et juste après ça, le président Poutine est venu en Chine. Les deux dirigeants, Poutine et Xi Jinping, ont signé un document extrêmement important intitulé « L'émergence d'un monde multipolaire et des relations internationales d'un nouveau type ». Alors, que signifie « relations internationales d'un nouveau type » ? C'est un nouvel ordre mondial. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais un nouvel ordre mondial est en train de se former. C'est un changement qui n'arrive qu'une fois par siècle. Et l'ancien ordre, ou l'ordre existant, dominé par les Américains, est aujourd'hui en net déclin en Asie de l'Ouest. Donc s'ils se retirent d'ici, la troisième conséquence sera la confrontation, ou plutôt l'accélération, de ce nouvel ordre mondial, et cela avec précipitation. Alors, quand on regarde trois éléments, d'abord, il y a les pétrodollars. Ensuite, comme je l'ai dit, la rivalité géopolitique en Eurasie qui est devenue extrêmement importante. Il ne peut pas s'en désengager parce qu'il y a investi. Et le troisième point, c'est que même si le monde est désormais multipolaire, son retrait du théâtre moyen-oriental accélérerait la mise en place du nouvel ordre mondial, soutenu par la Chine et la Russie, dans lequel l'Iran, en tant que puissance dominante au Moyen-Orient, jouerait un rôle majeur. Donc Nima, quand on met tout ça ensemble, il devient évident que pour Trump, la situation est extrêmement difficile. Il ne peut ni mener une guerre, ni quitter la scène. Il ne peut pas revenir en arrière. Je veux dire, je ne parle même pas des autres sujets dont les analystes ont déjà discuté, comme le fait qu'aux États-Unis, l'inflation a augmenté et tout le reste, je ne rentre pas là-dedans. Mais quand on regarde l'ensemble de la situation, c'est très clair. On est dans une situation ni guerre ni paix au Moyen-Orient. On ne sait pas quand tout cela prendra fin. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran est une puissance dominante et que l'Iran a fait ce qu'on pensait impossible. C'est impensable parce que quand on compare avec le théâtre ukrainien, on voit bien la différence. En Ukraine, l'Amérique est présente par procuration. Dans ce théâtre-là, elle est directement engagée dans la guerre. Et un retrait de l'Amérique signifierait l'accélération du nouvel ordre mondial. Je pense que ce que vous venez de dire, ces trois conditions, ont en quelque sorte poussé les États-Unis à conclure un accord avec l'Iran. Et puis d'un autre côté, on voit qu'il n'y a ni paix, ni accord. Comment peut-on concilier les deux? Vous voyez, le fait est que la paix, du point de vue des Iraniens, les Iraniens la veulent aussi. Mais l'Iran a parcouru un certain chemin. L'Iran a beaucoup souffert. Donc la situation qui existait avant la guerre, avant le 28 février, n'est plus la même aujourd'hui. Alors quand le président Trump dit aujourd'hui que, regardez, le détroit d'Ormuz est des eaux internationales, eh bien non, ce sont des eaux intérieures à usage international. Et sur ce point, l'Iran a le soutien de deux grandes puissances du monde multipolaire, la Russie et la Chine, qui affirment que oui, c'est bien la souveraineté de l'Iran. Et c'est pour cette raison que les Américains ne peuvent pas ignorer la réalité. L'autorité de l'État du Golfe Persique est une réalité. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et en plus de ça, les négociations doivent avoir lieu. Le problème, c'est qu'on n'en est même pas encore au stade du protocole d'accord. Alors, oubliez les négociations. Et là, le vrai problème, c'est que les Américains, parce qu'ils ont gagné la guerre froide, parce qu'ils ont été la seule superpuissance dans un monde unipolaire, ne savent tout simplement pas comment négocier d'égal à égal avec un autre pays. Ils ne comprennent tout simplement pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait tout à travers les réseaux sociaux, de manière assez grossière. Il dicte ses conditions, puis il se rétracte.
il ne sait pas quoi faire. En résumé, il est dans une situation compliquée. Et ce problème ne va pas disparaître de sitôt. Je ne vois pas cette guerre se terminer de sitôt. Parce que plus elle dure, plus les problèmes vont s'accumuler pour le président Trump. Et quels problèmes exactement? D'abord, bien sûr, sa base MAGA. Ensuite, même s'il ne se soucie pas de cette base, la hausse des prix va nourrir l'inflation. Et ça va forcément le toucher. Et puis, si on regarde sa stratégie de sécurité nationale pour le deuxième mandat Trump, publiée en décembre 2025, la politique étrangère, c'est du pur MAGA, rendre à l'Amérique sa grandeur. Or, l'Amérique ne peut redevenir grande que si elle est la puissance dominante dans sa propre région, c'est-à-dire l'hémisphère occidental. Et pour ce qui concerne l'hémisphère occidental, c'est justement à cause de cette région que le président Trump a créé le département de la guerre. Il a renommé le département de la défense en département de la guerre. Et puis il a aussi demandé, pour l'année 2027, un budget du Pentagone de 1,5 milliard de dollars, parce qu'il y a maintenant beaucoup de problèmes de sécurité. Il fait face à de nombreuses difficultés militaires dans l'hémisphère occidental, et c'est pour ça qu'il cherche à obtenir un dôme d'or, un dispositif qui dépasse les capacités dont disposent les Américains, les Russes et les Chinois. Et puis, il y a aussi le problème de la route maritime du Nord. En résumé, si l'Amérique ne peut plus être l'hégémon régional, ou ce qu'on appelait autrefois la doctrine Monroe, et c'est bien pour ça qu'il parle aujourd'hui de la revoir, alors elle ne peut pas non plus être l'hégémon mondial, ce qu'elle cherche pourtant à devenir. Le fait est, Nima, que le monde a changé, et il a changé pour de bon. Les Américains vivent encore dans un monde de fantasmes, dans une illusion. Le sort a été scellé avec la guerre en Asie de l'Ouest. Et les Iraniens ont accompli quelque chose de spectaculaire que personne n'attendait d'eux. C'est incroyable. Et bien sûr, ils ont été soutenus par deux grandes puissances, la Russie et la Chine. C'est là que tout commence. Donc, si les États-Unis décident de rester dans la région, il faudra qu'il y ait un changement, d'une manière ou d'une autre, dans la configuration et dans la façon dont les choses étaient avant le début de la guerre. D'accord. Alors Nima, pour ça, il faut qu'ils négocient. Ils ne peuvent pas refaire ce qu'ils ont fait le 11 avril, aller au Pakistan pendant 21 heures, puis repartir comme si de rien n'était. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et surtout, ça ne peut pas se faire sur les réseaux sociaux. Ils doivent s'asseoir en égaux. Rappelez-vous, lors du sommet d'Islamabad, ou des discussions qui ont eu lieu, les Iraniens étaient venus parfaitement préparés pour des négociations sérieuses. En revanche, l'équipe américaine, dirigée par J.D. Vance, n'était absolument pas sérieuse à propos de tout ça. Aujourd'hui, il y a une opportunité, mais cette fenêtre est en train de se refermer. Et si je dis qu'elle se referme, c'est parce que d'abord, il faut se demander, quelle est cette opportunité? L'opportunité, c'est que, oui, premièrement, l'Iran veut la paix. L'Iran veut négocier. Deuxièmement, il y a aujourd'hui un médiateur disponible au Pakistan, que nous avons essayé, que le monde a essayé. Donc, c'est une vraie opportunité. Le problème, c'est que plus la situation dure, plus les positions se durcissent. Et au final, il n'en sortira rien. Chaque jour, Trump y perd. Et en plus de ça, si on parle du continent eurasiatique, sans entrer dans les détails, il s'y passe aussi beaucoup de changements. Entre l'architecture de sécurité eurasiatique, définie par le président Poutine, qui va devenir le partenariat eurasiatique élargi, et l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle du nouvel ordre mondial, à mon avis, il faut se souvenir qu'en 2012, le président Obama avait déclaré
que les États-Unis allaient se réorienter vers l'Asie. Et ce qu'il voulait dire, c'était l'Indo-Pacifique. Cette rivalité dans l'Indo-Pacifique, elle est terminée. Et si elle est terminée, c'est à cause de ce qu'a fait le président Trump lors de sa visite en Chine. Les deux dirigeants s'étaient mis d'accord sur une stabilité stratégique constructive. Concrètement, cela veut dire qu'il n'y aura pas de compétition sécuritaire dans le Pacifique occidental. Les communications entre militaires, entre l'armée populaire de libération et les commandants américains, seront maintenues. Et aujourd'hui, les Américains le disent ouvertement, y compris Pete Hixon, qui était présent au dialogue de Shangri-La, où il a déclaré qu'il voulait renforcer leur puissance. Donc cette contestation est terminée. Aujourd'hui, c'est une contestation géoéconomique. Ce n'est plus une contestation militaire. La contestation géoéconomique, c'est celle du nouvel ordre mondial. Et ça, c'est très intéressant. Dans l'ordre mondial actuel, la priorité a toujours été la sécurité, pas le développement, parce que tout tournait autour de la sécurité absolue. La grande force des Américains, c'est leur puissance militaire. Donc tout était centré sur la sécurité absolue. Et quand on met autant d'énergie, de temps et d'argent dans la sécurité, le développement vient forcément après. Mais dans le nouvel ordre mondial, la priorité, c'est le développement. Et la sécurité, ce n'est plus une sécurité absolue, c'est une sécurité collective. C'est un concept complètement différent, ce que Xi Jinping appelle l'initiative pour la sécurité mondiale. Ce que je veux dire, c'est que l'ordre mondial est en train de changer à une vitesse incroyable. On assiste aujourd'hui à une compétition géoéconomique sur le continent eurasiatique, sans l'Europe de l'Ouest. Parce que l'Europe de l'Ouest veut continuer ce combat. Je ne sais pas pendant combien de temps en Ukraine. Voilà où nous en sommes. Quand on regarde les États-Unis aujourd'hui, vous avez dit que je suis sûr que vous connaissez la doctrine Wolfowitz, qui dit en gros, pas de puissance régionale, pas de superpuissance. Toute la logique derrière ça, c'est la stratégie, cette stratégie hégémonique des États-Unis. Mais je pense que cette époque-là, avec ce qui s'est passé en Ukraine, avec la guerre contre la Russie, ils voulaient piéger la Russie en Ukraine. Eh bien, ça a complètement échoué jusqu'à présent. Et vous venez de mentionner que l'Europe continue sur ce front-là. Mais le nouveau front que Donald Trump lui-même a ouvert en Asie de l'Ouest est encore plus important en termes d'impact sur l'économie mondiale. Et je pense qu'en ce moment, avec la question du pétrodollar que vous avez évoquée, le rôle des pays du Golfe, du CCG, est important. Quelle est leur logique, selon vous? Et comment voyez-vous la manière dont ils essayent, d'une certaine façon, dans les deux attaques récentes, d'ailleurs l'attaque israélienne contre l'Iran et les attaques américaines contre l'Iran, de gérer la situation? L'Iran n'a pas attaqué le Qatar, n'a pas attaqué l'Arabie saoudite. Et ce qui était important, à mon avis, hier soir, c'est qu'ils n'ont pas attaqué les Émirats arabes unis non plus. Alors comment voyez-vous l'évolution du calcul stratégique dans la région, du côté des pays du CCG? Est-ce qu'ils sont en train de changer leur approche ou peut-être de réévaluer leur politique régionale? Voyez-vous, en ce qui concerne l'Asie de l'Ouest, l'Iran joue un rôle dominant. Aujourd'hui, certains pays du Conseil de coopération du Golfe craignent que l'Iran ne devienne une puissance hégémonique. Mais ce ne sera pas le cas. Et souvenez-vous que dès le 21 mars, le président iranien a clairement déclaré publiquement que l'Iran cherchait avant tout à assurer une appropriation régionale du Golfe Persique. Il ne veut pas de bases militaires étrangères en Asie de l'Ouest. Il veut de la coopération. Il veut un cadre islamique plutôt qu'un cadre américain. Et il veut développer le commerce en monnaie locale, avec des infrastructures de paiement numériques. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Iraniens cherchent à mettre en place une sécurité collective.
Ils ne cherchent pas à devenir une puissance hégémonique, parce que ce n'est pas ça le but du nouvel ordre mondial. En fait, j'ai entendu beaucoup d'analystes occidentaux répéter que les trois grandes puissances sont des hégémons et que chacune cherche à étendre sa sphère d'influence. C'est faux. Et pourquoi c'est faux? Je m'écarte un instant du sujet, mais je vais y revenir. C'est que s'agissant de la Chine, il faut bien comprendre que son ascension ne vient pas de la géopolitique, mais de la géoéconomie. Et quand on parle de géoéconomie, on parle de l'initiative des nouvelles routes de la soie, qui est aujourd'hui présente dans 152 pays sur 193 dans le monde. Ce qu'ils recherchent, c'est le commerce. Donc pour eux, leur vision du monde multipolaire, c'est que les 193 pays sont tous des pôles et qu'ils sont égaux en souveraineté. Chaque pays a le droit de choisir avec qui il veut commercer et avec qui il ne veut pas commercer. On ne peut pas retirer ce droit souverain à un pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde sa propre montée économique de cette manière, on ne parle pas de zone d'influence. On parle simplement d'influence. Et cette influence, ça veut dire que quand ces 152 pays voient leurs infrastructures construites par les Chinois, grâce à l'initiative des nouvelles routes de la soie, eh bien, les industries se développent ensuite. Donc ça veut dire qu'ils sont sensibles, ou du moins attentifs, aux intérêts fondamentaux de la Chine et à sa politique étrangère, qui commence à peser. Vous voyez ce que beaucoup d'analystes occidentaux oublient souvent, c'est que pendant la guerre froide, il n'y avait que deux grandes puissances, deux blocs, donc un certain équilibre. Ensuite, on est passé à un monde unipolaire, avec un seul pays dominant. Mais quand on se retrouve avec trois grandes puissances et que chacune croit à sa propre sphère d'influence, l'équilibre ne peut pas durer. Il y aura des tensions, des conflits, des problèmes. Ce qui s'est passé, c'est que les Chinois, avec les Russes, ont discuté et élaboré une vision pour un nouvel ordre mondial. Et cette vision est devenue une réalité, comme je l'ai dit, quand le président Poutine s'est rendu en Chine et que les deux pays ont signé ce qu'ils appellent des relations internationales d'un nouveau type. C'est vers cela que la majorité des pays du Sud global se tournent aujourd'hui. Ce sont les pays où l'initiative des nouvelles routes de la soie s'est développée. Ce sont des pays qui veulent donner la priorité au développement et qui cherchent une sécurité collective, pas une sécurité absolue. Maintenant, pour revenir à l'Asie de l'Ouest, le point que vous souleviez, donc, c'est assez logique que les pays du CCG et les analystes occidentaux raisonnent uniquement en termes de sphère d'influence, d'hégémonie. Mais en faisant ça, ils ignorent complètement un facteur essentiel, l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Et ça, c'est tout simplement pas pris en compte. La Chine a une autre manière de dissuader, une dissuasion militaire différente. Mais c'est un sujet à part entière. Ce que je veux dire, c'est que, pour l'Asie de l'Ouest, il faut que les choses soient claires. Les Iraniens veulent travailler avec tout le monde. C'est pour ça qu'ils font très attention à ce qu'ils infligent ou non comme dommages aux pays du CCG. Ils savent que la géographie est là, qu'ils doivent tous vivre ensemble. Les Américains peuvent partir un jour, mais eux, ils doivent rester, parce que c'est leur géographie. Donc, quand ils disent qu'ils vont frapper les bases américaines, c'est surtout parce qu'ils veulent que ces bases soient évacuées. Mais ils font très attention à ne pas trop endommager les infrastructures. Parce que voyez-vous, pour ce qui est des pays du Golfe, il faut bien comprendre une chose. Ces pays n'ont que le gaz et le pétrole. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas de nourriture. Tout vient de l'extérieur. Ils ne savent même pas vraiment gérer leurs différences géographiques, ni comment s'y prendre. Et ils n'ont aucune cohésion démographique.
Prenez l'exemple des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, ils ont environ 11 millions d'habitants, dont 10 millions sont des étrangers. Quand on regarde tous ces éléments, on comprend très bien que tôt ou tard, au Moyen-Orient, les Américains devront partir. Parce qu'ils auront temps de se concentrer sur l'hémisphère occidental. Ils ne peuvent pas rester ici indéfiniment. Vous voyez, donc quand ils partiront et qu'ils se concentreront là-bas, je pense que nous aurons de la stabilité grâce à cette vision d'un nouvel ordre mondial en Asie de l'Ouest. Et il y a une autre chose dont je veux parler. Il faut aussi redessiner la carte. Quand je parle du continent eurasiatique et que j'évoque la géoéconomie, cela veut dire développement et sécurité ensemble. À mon avis, ce que nous devons regarder, c'est l'Asie centrale, l'Asie de l'Ouest et l'Asie du Sud comme le cœur du continent eurasiatique, sans l'Europe de l'Ouest. C'est dans cette région que se jouent les activités clés. Et si les Américains perdent la compétition stratégique et l'influence dans les républiques d'Asie centrale, cela voudra dire que la stabilité arrivera plus vite dans le nouvel ordre mondial. J'aime beaucoup le concept que vous avez utilisé à propos de la Chine, la géoéconomie plutôt que l'aspect géopolitique. Parce que quand on parle de géoéconomie, je ne sais pas si vous connaissez le concept de l'ambassadeur Chas Freeman. Il dit que le nouvel ordre mondial va être un monde multinodal. On aura des nœuds plus importants, d'autres plus petits, mais tous seront connectés. Ça circule dans les deux sens. Ce n'est pas un ensemble avec une connexion à sens unique. C'est un système où l'on entre et où l'on sort. Et ce nouveau concept de géoéconomie, je pense que c'est vraiment le cœur, la base, le fondement de tout ça. Parce qu'on ne va plus demander à des pays de faire un changement politique interne pour renverser leur gouvernement. Vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas ça. Ce que vous cherchez, c'est à créer de nouveaux partenariats, de nouvelles formes de coopération. Enfin, je ne dirais pas des alliés, parce que le mot partenaire me semble plus juste. L'idée, c'est d'avancer ensemble. Et ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Les États-Unis, eux, restent enfermés dans cette vieille stratégie, celle qu'on retrouve dans la doctrine Wolfowitz, dominer et tout contrôler. C'est pour ça que le concept derrière ces 800 bases militaires réparties dans le monde entier, c'est avant tout le contrôle. Parce que comme vous l'avez dit, la première priorité, c'est la sécurité. Ensuite vient l'économie et le reste. Parce qu'au fond, ils veulent maîtriser leurs sources d'approvisionnement. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Nima, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que tu as mentionné l'ambassadeur et ce qu'il a dit. Et il a raison lui aussi. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour les Chinois, leur discours sur un monde multipolaire est avant tout géoéconomique. Ils parlent d'influence, pas de sphère d'influence. Mais il faut aussi se rappeler que la Russie, c'est le pays qui a combattu, ou plutôt qui a été en guerre froide avec le bloc de l'OTAN et les Américains. Donc eux, ils comprennent très bien la notion de sphère d'influence. Pour les Russes, leur vision, c'est celle d'un monde multipolaire et polycentrique. En clair, le monde est multipolaire, avec 3 grandes puissances. Mais dans chaque région, il y a un pôle qui domine un peu plus que les autres. Ce que ça veut dire, c'est que tous les problèmes régionaux ne vont pas se résoudre tout seuls, parce qu'ils résonnent en termes de sphère d'influence. Donc selon eux, un pays doit pouvoir l'emporter ou rassembler les autres. Et attention, dans cette idée d'un monde multipolaire, polycentrique, le président Poutine lui-même a dit au Club Valdai l'an dernier qu'à long terme, ce serait instable. Mais ce que je veux souligner, c'est ceci. Beaucoup ignorent que lorsque Xi Jinping est devenu président, il était déjà secrétaire général et chef de la commission militaire centrale en novembre 2012. Mais c'est seulement au début de 2013
en mars qu'il est devenu président de la Chine. Et sa première visite à l'étranger, c'était à Moscou, où il a rencontré le président Poutine. Les deux dirigeants ont alors élaboré une vision commune. Malgré les différences de poitrine sur la multipolarité, ils construisent ensemble une vision de l'immunité. Et voici les points essentiels sur lesquels ils se sont mis d'accord. Premièrement, il doit y avoir une égalité souveraine. Chaque pays a le droit de choisir sa propre voie de développement, y compris les grandes puissances comme la Chine et la Russie. Il ne doit pas y avoir d'hégémons, seulement des partenaires. Nous sommes d'accord sur le principe de sécurité indivisible, c'est-à-dire la sécurité collective dont je parlais. Nous sommes aussi d'accord pour que, dans le nouvel ordre mondial, le travail se fasse sous l'égide des Nations Unies. Et enfin, nous ne chercherons pas à exporter une idéologie, comme l'idéologie libérale que les Américains ont diffusée à l'époque où le monde était unipolaire. Donc c'est ce cadre-là qu'ils avaient imaginé ou sur lequel ils s'étaient mis d'accord en mars 2013. 13 ans plus tard, il est devenu réalité quand Trump a visité la Chine. Ensuite, Poutine est venu et j'ai dit que les deux pays avaient signé l'émergence d'un monde multipolaire et de relations internationales d'un nouveau type. Tout cela a été possible à cause de la guerre en Asie de l'Ouest et grâce à la victoire spectaculaire de l'Iran. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'on peut avoir des visions différentes, mais qu'il y a quand même certains paramètres. Si on s'accorde là-dessus, par exemple, mettre le développement avant la sécurité ou refuser d'exporter une idéologie, alors on peut avancer. Nous voulons travailler dans le cadre du droit des Nations Unies. En ce qui concerne les Américains, quand ils parlent d'un ordre fondé sur des règles, tout le monde sait bien qu'ils font les règles chaque jour et qu'ils les enfreignent chaque jour. Ce sont eux qui fixent les règles. En fait, pour eux, les Nations Unies n'existent pratiquement pas. Donc le fait est que nous entrons dans une période vraiment passionnante, une période intéressante. Et l'Iran a joué ici un rôle clé pour tout le monde, pour les pays du Sud global. L'ambassadeur a raison sur ce point. Oui, les Russes ont cette idée d'un monde polycentrique. Je pense que si on veut créer ce monde multinodal, il faut avoir d'une certaine façon un contrôle sur le marché de l'énergie. C'est pour ça que tu vois, les États-Unis, sous l'administration Trump, ont commencé à agir dans ce sens, en essayant en quelque sorte de renverser le régime au Venezuela et de placer quelqu'un d'autre, le vice-président du pays, pour, disons, écarter Maduro du pouvoir. À mon avis, ça a été un énorme changement. Les gens n'acceptent pas vraiment ce qui s'est passé, mais ça reste un grand bouleversement. Et aujourd'hui, les États-Unis reçoivent du pétrole du Venezuela, exerçant d'une certaine manière une domination sur l'énergie et le marché pétrolier vénézuélien. Et puis, ils sont arrivés au Moyen-Orient avec cette idée que si jamais ils pouvaient le faire. Vous savez, avant que cette guerre ne commence, personne ne savait vraiment quels seraient les impacts du détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. On parle du détroit d'Ormuz pour l'énergie, les engrais, l'hélium, tout, absolument tout. Même pour Internet, avec ces câbles qui passent par le détroit d'Ormuz. C'est la réalité. Imaginez un instant que les États-Unis puissent dominer le détroit d'Ormuz. Ce serait une énorme perte pour le concept dont vous venez de parler. Et je pense que c'est là toute l'importance de cette guerre quand on regarde le tableau d'ensemble, la grande image du monde. Comment la Chine voit la région, comment la Russie l'aperçoit aussi. Parce que vous avez mentionné l'initiative des nouvelles routes de la soie, mais il y a aussi un corridor nord-sud qui va de la Russie à l'Iran puis jusqu'à l'Inde. C'est un autre projet, un projet énorme d'ailleurs. Et pensez-vous que cette guerre va ramener un peu de bon sens à l'administration Trump?
ou plus largement aux États-Unis en tant que pays. Parce que tout le concept ne dépend pas de l'administration Trump. Il dépend de l'establishment américain, de sa capacité à comprendre la nouvelle réalité et jusqu'où il est prêt à aller pour s'y opposer. Voyez-vous, en ce qui concerne les Américains, il faut aussi se rappeler que, quand le monde était unipolaire, ce sont eux qui voulaient la mondialisation. Ils la poussaient activement. Et puis, ils se sont rendus compte que ce sont les Chinois qui en ont le plus profité. Alors, ils s'en sont retirés. Et pourquoi? À cause de la cupidité du capital, de la cupidité capitaliste. C'est ça, la vraie raison, on le sait tous. Les Chinois ont donc tiré avantage de la mondialisation. Et dans ce nouvel ordre mondial, on reparle encore une fois de mondialisation. Mais malheureusement, pour ce qui est de la technologie, il va y avoir une fragmentation technologique, une scission, ce qu'on appelle la fragmentation de la technologie. La technologie américaine va finir par être dépassée par la technologie chinoise, vous savez, parce qu'ils sont en compétition dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue des Américains, le président Trump, vous voyez, il s'est retiré du TPP, le partenariat transpacifique, parce qu'il pense qu'il ne doit faire que des accords bilatéraux. Il y croit vraiment. Il ne croit pas au multilatéralisme. Il est en train de démanteler toutes ces structures aussi. Et en ce qui concerne le Venezuela, vous voyez, les Américains considèrent que c'est leur arrière-cour et qu'ils peuvent y faire ce qu'ils veulent. Mais ça va devenir de plus en plus difficile pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays comme le Brésil. Si vous regardez bien, les Brésiliens tiennent tête au président Trump. Ils n'ont pas rejoint l'initiative des nouvelles routes de la soie. Aujourd'hui, si on regarde l'Amérique latine, il y a 33 pays, dont 23 ont adhéré à cette initiative. 2 pays ne l'ont pas fait, le Mexique et le Brésil. Ils commercent pourtant beaucoup avec la Chine. Ce que la Chine essaie de faire maintenant, c'est de contrôler toute cette région, en commençant par le Venezuela. Mais ça, ce ne sera pas possible. L'Amérique, en réalité, commet beaucoup d'erreurs, de grosses erreurs. Parce qu'en fait, vous savez, quand il est arrivé au pouvoir et qu'il a commencé à parler du Groenland et à dire « je veux le Canada », je me suis dit que si on regarde son idée, son concept d'une sphère d'influence, eh bien, cet homme-là, au moins, il pense vraiment en dehors des sentiers battus. Il a une façon de penser assez originale. D'abord, il estime qu'il doit devenir l'hégémon régional et qu'il faut revisiter la doctrine Monroe pour la réaffirmer fermement dans l'hémisphère occidental. Mais ensuite, bien sûr, une fois qu'il s'est retrouvé impliqué dans cette guerre, une guerre qui n'a rien à voir avec l'Amérique, cette guerre en Asie de l'Ouest, eh bien, il s'est retrouvé piégé dans tous les autres théâtres de conflit. Que ce soit en Asie de l'Est, en Europe, ou même, vous savez, dans le cercle arctique. À mon avis, ce qu'il voulait faire à l'origine, c'était mettre fin à la guerre en Ukraine. Il voulait en finir avec cette guerre, puis se tourner de l'Europe vers le cercle arctique, parce que c'est là que le vrai problème est apparu. Donc oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est engagé dans une guerre qui va entraîner un déclin rapide de l'Amérique, sur plusieurs plans. L'une de ses grandes forces, c'est sa puissance militaire. Ce qui se passera à terme en Asie de l'Ouest, ce qu'il adviendra de leur base là-bas, aura un effet domino sur toutes les autres bases américaines à travers le monde. Et ça a déjà commencé. Si on regarde du côté du Pacifique occidental, c'est déjà en cours. En Corée du Sud, c'est en train de se produire. Au Japon aussi. Donc ça, c'est un premier aspect. Ils s'affaiblissent sur ce plan-là. Le deuxième aspect, c'est le dollar, qui est la monnaie de réserve mondiale. Et c'est là que les BRICS entrent en jeu. C'est aussi là que le système du pétrodollar est concerné. Il y a donc une attaque contre la monnaie américaine en tant que devise de réserve mondiale, venant de plusieurs directions.
À mon avis, d'ici 2030, le monde ne sera plus celui qu'il est en 2020 ici. C'est comme ça que je le vois. Mais où situez-vous les Européens dans ce calcul? En se concentrant sur l'Ukraine, ils sont tout simplement sortis de l'équation au Moyen-Orient. L'Iran ne se soucie plus de l'Europe, parce que souvenez-vous, il y avait le JCPOA entre l'Iran et ce qu'on appelait les pays du P5+1. Et à l'époque, on voyait les Européens, avec l'Allemagne et les États-Unis, tous ensemble. Ensuite, il y a eu ce régime de sanctions automatiques, et l'Europe a décidé d'y participer avant que toute cette folie ne commence. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient ne dépend même plus de l'Europe. C'est l'Europe, au contraire, qui dépend du Moyen-Orient. Regardez ce qui s'est passé avec le gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne. Ils ont déjà beaucoup souffert de ce problème. Et maintenant, leurs difficultés s'aggravent avec la situation dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui même, pendant qu'on parle, à la suite de la dernière attaque, le détroit est complètement fermé. Oui. Et alors où en est-on? Comment voyez-vous ce front-là? Vous voyez, le problème avec l'Union européenne, c'est que l'UNPower, ce sont 27 pays. L'Union européenne n'a pas, disons, un parlement véritablement élu. Aujourd'hui, elle n'a pas de politique de sécurité. Elle n'a pas non plus de politique étrangère cohérente. En réalité, toute la sécurité reposait entièrement sur l'OTAN. Et l'OTAN, à mes yeux, est aujourd'hui en soins intensifs. C'est là qu'elle en est. Et si vous regardez les chiffres aussi, leurs chiffres, ceux de l'Union européenne, les chiffres collectifs du commerce et du PIB, tout est en déclin. Et maintenant, bientôt, il y aura ce G7, où certains de ces pays d'Europe occidentale seront présents. Comparez le G7 aux BRICS. Les BRICS, eux, n'existent que depuis 2010. Et en 25 ans, surtout en 2024, lors du sommet des BRICS à Kazan, c'est là que beaucoup de choses se sont passées sous la présidence de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, il y aurait soi-disant 11 membres à part entière. Enfin, si j'inclus aussi l'Arabie saoudite, parce que leur statut est très flou, personne ne sait vraiment s'ils en font partie ou pas. Mais cela dit, ils représentent environ 41% du PIB mondial, alors que le G7 décline très vite. Je crois qu'ils sont tombés à environ 29%, quelque chose comme ça. En termes de population, les BRICS regroupent à peu près 40% de la population mondiale. Donc pour ce qui est de l'Union européenne, tant qu'elle ne surmontera pas sa russophobie, elle passera à côté d'une évidence. La Russie est le plus vaste territoire du monde. Elle possède, selon certaines estimations, 75 000 milliards de dollars de ressources minières encore inexploitées. Et l'extrême-orient russe doit être pleinement développé pour en tirer des bénéfices économiques. La Russie est un pays autosuffisant. Elle est intégrée dans le nouvel ordre mondial, dans une logique qu'elle a acceptée, où que les deux grandes puissances, la Chine et la Russie, ont convenu ensemble. Pourquoi la Russie voudrait-elle les envahir? Franchement, je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens pour moi. En fait, ils sont leurs propres pires ennemis. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. Tout devient très clair. Ce n'est un secret pour personne. Les Russes, eux, ont le dernier mot. La Russie, avec près de 20 000 sanctions. Vous voyez, quand la guerre a commencé en Ukraine, en 2022, après ça, 20 000 sanctions. Et aujourd'hui, où en est la Russie? Je veux dire, non, quelqu'un aurait dû comprendre que la Russie est autosuffisante en énergie, en nourriture, en minerais. Et la Russie a beaucoup de capacités. C'est le plus grand territoire du monde, avec une politique étrangère qui s'étend sur 2 continents. C'est aussi un pays membre du Conseil de sécurité, un pays doté d'un arsenal nucléaire immense. C'est une grande puissance. Et malgré tout ça, encore aujourd'hui, on entend en Occident des gens dire que les Ukrainiens peuvent gagner
ou qu'ils seront en meilleure position pour négocier avec les Russes. Rien de tout cela n'arrivera. Ce que les Russes disent leur appartient. Ils ne vont pas l'abandonner. Parce que la guerre n'a pas commencé en 2022. En réalité, elle a commencé sous le président Clinton. Et sur le terrain en Ukraine, depuis 2014, ça continue. Donc, ils ont été poussés dans cette guerre. C'est comme ça que je le comprends. Et maintenant, bien sûr, du côté américain, en ce qui concerne Trump, il a compris que dans un monde multipolaire, s'il veut vraiment rendre l'Amérique grande à nouveau, s'il veut se concentrer sur l'hémisphère occidental, alors il doit entretenir de bonnes relations à la fois avec le dirigeant russe et avec le dirigeant chinois. Et c'est exactement ce qu'il essaie de faire. Mais pour ce qui est des Européens, les Européens de l'Ouest, je ne pense pas qu'ils réfléchissent vraiment à ce qui se passe. Ils sont leurs propres pires ennemis. C'est comme ça que je le vois. Mais alors, avec ce qui se passe en Asie de l'Ouest et tous les changements récents, pensez-vous que les États-Unis vont, d'une certaine manière, il y a en ce moment un argument selon lequel la principale raison pour laquelle les États-Unis restent dans la région, c'est à cause de l'évolution de la position d'Israël. La position israélienne n'est plus ce qu'elle était. Avant, ils agissaient un peu en toute impunité quand ils attaquaient leurs voisins. Et aujourd'hui, l'Iran a posé une nouvelle équation. Si vous attaquez le Liban, nous vous attaquerons. Et pour l'instant, il n'y a aucun moyen de changer cela. Vous vous souvenez, il n'y avait pas d'attaque directe entre Israël et l'Iran. Pendant des années, pendant des décennies même, il y avait une sorte de ligne rouge. Ne pas s'attaquer directement. Mais cette ligne rouge a été franchie avec l'attaque israélienne contre l'Iran. Elle n'existe plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit l'Iran non seulement se défendre, mais aussi dire que cette protection s'étend désormais au Liban. Et dans les négociations en cours, on entend aussi le gouvernement pakistanais dire que ce n'est pas seulement une question de Liban, c'est une question de Palestine, de Liban, de toute la région. Et selon eux, Israël doit se retirer du Liban. C'est ça le nouveau concept. Alors, comment voyez-vous la suite? Alors, il y a deux choses ici. En ce qui concerne Israël, le rêve que Netanyahou entretient encore d'un grand Israël est mort. C'est fini. Mais cela dit, Israël au Moyen-Orient, s'il accepte de vivre en paix avec les Arabes et les musulmans, dans ce cadre de sécurité collective dont on parle, alors Israël restera un pays, une puissance avec laquelle il faudra compter. Tout simplement parce qu'Israël dispose d'un lobby très influent à Washington et qu'il bénéficiera du soutien du commandement central américain. Donc ça ne disparaîtra pas du tout. Maintenant, pour ce qui est du Liban, voyez-vous, comme je l'ai dit, les Iraniens sont aujourd'hui en position dominante. Et ils ont été très clairs, c'est leur axe de résistance. En fait, certaines déclarations qui viennent d'Iran, de la part de dirigeants responsables, disent que tout cela. Et c'est là qu'on comprend. Quand cette guerre a commencé, personne n'avait réalisé que ce que les Iraniens avaient mis en place, ce n'était pas une unité de commandement, mais une unité d'effort. Et cet effort, c'est tout ça, le Hezbollah, les Houthis, le Hamas. C'est avec eux qu'ils coordonnent leurs actions. Ce sont donc leurs alliés. C'est ce qu'ils appellent l'axe de la résistance. Et pour l'Iran, c'est ça, leur stratégie militaire. L'Iran ne les abandonnera jamais. Pour l'Iran, le Hezbollah est important, très important. Voilà pour la première partie. La deuxième, c'est qu'un haut responsable iranien, un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, a été très clair. Aujourd'hui, ils ont la capacité de frapper. Ils peuvent contrôler le golfe Persique, la mer Rouge, les deux détroits, Hormuz et Bab el-Mandeb, la Méditerranée, et l'océan Indien.
Et ils ne bluffaient pas. D'abord, les Iraniens ne bluffent pas. Je suis très clair là-dessus. Donc, ils ne bluffaient pas parce qu'ils ont déjà montré qu'ils avaient cette capacité, qu'ils possèdent des missiles. L'Occident pensait que leur portée ne dépassait pas 2000 km. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient atteindre Diego Garcia à 4000 km. Et Diego Garcia, c'est la principale base américaine. Donc, ils contrôlent un rayon très large. Si demain ils décident d'entrer en guerre, ils ont toutes les options militaires. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils préfèrent avancer par étapes. Ils savent que c'est leur région, ils savent qu'il faut dialoguer. Ils ne veulent pas la guerre. Alors que le président Trump, lui, n'a pas d'option militaire. Les Iraniens, eux, en ont beaucoup. Ils peuvent fermer le Bab el-Mandeb. 12% du commerce mondial passe par là. Et tout s'arrêterait. Alors ils peuvent couper ces câbles sous-marins. Et ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, ils contrôlent ça. Et en plus de ça, toute cette armada que le président Trump a déployée, ce qu'il dit, c'est « je les ai bloqués ». Vous savez, ces 12 grands navires sont là. Ce seront des cibles pour les Iraniens. Ce que je veux dire, c'est que les Iraniens, il faut bien comprendre, sont un état de civilisation. Ils comprennent parfaitement tout ça. Ce sont des gens extrêmement intelligents. Il n'y a aucun doute là-dessus. On le voit très bien à travers la stratégie qu'ils ont élaborée. Il y a une autre façon de voir les choses, vous savez. J'entends des gens dire que, bon, une fois cette guerre terminée, les Iraniens, qu'il y aura des divisions et que l'Iran voudra, vous voyez, créer des problèmes, des tensions internes. Non, il n'y aura pas de problème, parce que le peuple iranien comprend que quand la guerre prendra fin, l'Iran émergera comme une puissance très importante, une puissance dominante en Asie de l'Ouest. Donc la vie sera meilleure pour eux, et meilleure pour la région. C'est comme ça que je le vois. Je vois beaucoup d'espoir et d'énergie positive pour les Iraniens. Il ne fait aucun doute qu'ils ont beaucoup souffert. Je veux dire, ils sont sous sanctions depuis 1979. Ça fait des décennies. Ils ont connu des guerres. Mais malgré tout ça, le pays et son peuple ont une vraie résilience. Et cette résilience, elle vient d'où? De votre civilisation. C'est de là qu'elle vient. Elle ne vient pas d'un pays qui fête à peine son 250e anniversaire. Vous voyez, alors Nima, quand on regarde tout ça, cette situation, ni guerre, ni paix, là où tout a commencé, moi je pense que ça va continuer. La balle est dans le camp du président Trump. C'est à lui de décider s'il veut engager de vraies négociations ou pas. Les médiateurs sont là, les Pakistanais sont là, et toutes les parties leur font confiance. Les acteurs régionaux font confiance au Pakistan. Les trois grandes puissances font confiance au Pakistan. Donc ils sont là, et c'est là que nous en sommes. Je pense que le Pakistan a montré jusqu'ici une stratégie vraiment solide. Ils entretiennent de bonnes relations avec l'Iran, avec les États-Unis, avec la Chine, avec tout le monde. Vous voyez, le Pakistan est aujourd'hui le seul pays au monde à entretenir de bonnes relations avec les trois grandes puissances du monde multipolaire. Aucun autre pays ne peut en dire autant. Le Pakistan est le seul. Est-ce que vous voyez une sorte d'architecture de sécurité se mettre en place en Asie de l'Ouest avec le soutien de la Russie et de la Chine? Je parle du Pakistan, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, peut-être du Qatar et de la Turquie, qui en ferait partie. Est-ce que cela pourrait, selon vous, profiter à la région, apporter la paix et la prospérité? Vous voyez, le Pakistan peut remplacer les Américains. Ça se fera petit à petit, parce qu'il y aura beaucoup de résistance, surtout de la part des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Koweït. Les Saoudiens, eux, ont déjà un accord avec l'armée pakistanaise. L'escadron de l'armée de l'air est déjà sur place, et les Qataris sont en train de discuter avec eux.
Parce qu'aujourd'hui, le Pakistan, d'abord, c'est un pays musulman, le seul pays musulman doté de l'arme nucléaire, le seul capable de tenir tête à Israël. Militairement, ils sont compétitifs. Le monde l'a bien vu. Et puis le Pakistan bénéficie du soutien des 3 grandes puissances, ainsi que de la Turquie. Ils entretiennent d'excellentes relations avec la Turquie. Donc tous ces pays feront confiance au Pakistan, et en plus, ça leur coûtera bien moins cher que de maintenir des bases américaines sur leur territoire. Il y a donc énormément de facteurs, mais on n'en est pas encore là. On est toujours à l'étape où même le protocole d'accord devient très difficile. Oublions les négociations pour l'instant, elles viendront plus tard. Donc on s'attend à une période de discussion très longue, à moins que le président Trump ne décide de dire « bon d'accord, j'accepte les points fondamentaux ». Et pour ce qui est des armes nucléaires qu'il présente aujourd'hui comme sa priorité, ça doit venir en deuxième étape, comme le disent les Iraniens. Ce n'est pas possible maintenant. Il ne peut pas, à ce stade, se contenter de régler les points de base et espérer apporter la paix dans la région. Il faudra de vraies négociations sérieuses, et c'est la seule voie possible. Merci beaucoup, Pravin, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Nous allons continuer ces discussions. Je trouve ça vraiment passionnant de vous entendre en ce moment. Et comme toujours, c'est un grand plaisir. Je suis très heureux d'être dans votre émission, Nima. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.